Nous allons commencer. Il est 2h30 et je suis heureux de vous voir si nombreux pour accueillir le professeur Nakagi Yoshikazu. D'habitude, je l'appelle Yoshikazu Nakagi à la française, mais aujourd'hui, pour le présenter formellement, je mets le nom et le prénom dans l'ordre japonais. Donc, le professeur Nakagi enseigne à l'université de Tokyo, Tokyo Daigaku, qui est la grande université du Japon. C'est la Sorbonne, enfin, c'est l'université de Paris avant qu'elle ne se divise en une multitude d'émanations. C'est de la grande institution, la meilleure université japonaise, où il a été étudiant, où il a passé donc sa licence, sa maîtrise de langue et de littérature française. Et puis, il a eu une très belle carrière, puisqu'il a été... il est venu, avec des bourses du gouvernement français, faire une thèse à Paris sur Rimbaud, sous la direction de Michel Descaudains. Et c'est un travail sur une saison en enfer de Rimbaud. Le professeur Nakagi est donc le meilleur spécialiste japonais de Rimbaud. Et vous savez que les études françaises au Japon sont particulièrement développées, particulièrement savantes, et que nous avons de grands collègues sur la plupart des écrivains français, en particulier les écrivains difficiles. Nos amis japonais préfèrent les écrivains français difficiles. Bon, nous sommes très admiratifs de cette décision systématique de travailler sur ce qu'il y a de plus exigeant dans la littérature française. Le professeur Nakagi est donc ensuite devenu professeur à l'université de Tokyo, donc son alma mater, où il a aussi exercé d'importantes responsabilités, puisqu'il a été doyen de la faculté des lettres. Il a aussi eu d'importantes responsabilités dans la Japan Society for the Promotion of Science, donc un peu l'équivalent du CNRS, quelque chose de cette nature, qui aide à la recherche pendant plusieurs années. Et c'est donc un des grands universitaires de Tokyo. Il a publié des ouvrages sur Rimbaud, notamment, donc, mais il est aussi un spécialiste de Baudelaire, proche de Abe, Yosho Abe, qui était le grand professeur baudelairien de l'université de Tokyo. Il est associé à beaucoup d'entre nous dans divers projets de recherche. Il est membre du comité, je ne sais plus comment on l'appelle, Comité international de la revue critique. Il est membre du comité de rédaction de l'année Baudelaire. Il est dans le comité des revues rimbaldiennes, Parade sauvage, Rimbaud vivant. Que dire encore? C'est par ailleurs un très grand traducteur. La plupart de nos collègues japonais se sont aussi mis à la traduction. Ça fait partie de leur mission. Et le professeur Nakagi est le traducteur des Illuminations de Rimbaud, ce qui est évidemment une entreprise difficile que celle-là. Il est aussi le traducteur de Georges Bataille, et il est, je crois qu'il faut le mentionner, il est le traducteur attitré de Le Clésio. Il a traduit une bonne partie de l'œuvre de Le Clésio en japonais, et il est très proche de Le Clésio, qui est un ami. Il a aussi traduit Roland Barthes. J'ai presque honte de dire qu'il m'a aussi traduit, mais et qu'il me traduit encore, mais c'est le signe de notre amitié et de la confiance que j'ai en lui. Donc, je l'ai invité pour une série de conférences. Il donnera 4 conférences ce mercredi et mercredi prochain. Et puis, nous avons 2 semaines d'interruption pour les vacances de Pâques.
et de nouveau 2 semaines. Donc il sera en France 6 semaines avec la possibilité de donner ces 4 conférences. Vous avez vu le titre, Les inventions d'inconnus, bon, citation bien connue d'une lettre de Rimbaud, et Rimbaud face à Baudelaire. Et je crois que le professeur Nakaji va examiner un certain nombre de thèmes, de rencontres, carrefours entre les 2 poètes, que ce soit le voyage, le poème en prose, l'enfance, la modernité, tous ces lieux de rencontre et de confrontation entre les 2 poètes. Alors je vois que vous êtes encore nombreux debout, peut-être que vous pouvez venir vous asseoir là sur les marches en descendant, il y a encore un peu de place sur les marches, descendez pour ne pas rester debout. Il y a encore 2 fauteuils ici que je peux vous offrir si vous osez venir, mais je vais peut-être les déplacer jusque-là. Il y en a 2 qui osent venir jusque-là. Alors il me reste, avant de te donner la parole, à t'offrir une médaille en souvenir de ton séjour au Collège de France. C'est une médaille, d'un côté il est écrit Collège de France 1530, donc on est un peu plus ancien, mais beaucoup moins respectable que l'Université de Tokyo. De l'autre côté, il y a Guillaume Budet, notre fondateur, et sur la tranche, ton nom et l'année en souvenir de ton passage. Quel ici. honneur. Je te donne avant ta conférence. Et voilà la boîte pour ce bel objet. À toi la parole. Merci. Madame, Monsieur, je suis un peu intimidé par votre présence aussi nombreuse. Je tiens tout d'abord à exprimer ma sincère reconnaissance aux professeurs du Collège de France qui, sur la proposition du professeur Antoine Compagnon, mon ami de longue date, ont eu la bienveillance de m'inviter à parler de Rimbaud à la lumière de Baudelaire, en 4 leçons. Je me sens honoré, mais en même temps, le sujet que j'ai choisi m'intimide. Je suis doublement intimidé. Car les 2 poètes dont je vais traiter comptent parmi les plus connus et peut-être les plus aimés des poètes français. Et les tentatives de les rapprocher à partir de notions de source, d'influence, de filiation ou de rupture sont déjà nombreuses. Pourquoi les confronter? En effet, Baudelaire n'est pas le seul à avoir stimulé et nourri l'imagination poétique de Rimbaud. Le bilan que celui-ci fait des poètes romantiques dans la lettre dite du Voyant du 15 mai 1871 montre qu'il était un lecteur avide de la poésie d'hier et d'aujourd'hui, qu'il connaissait les poètes contemporains dont la majorité était parnassiens et qu'il avait un jugement arrêté sur chacun d'eux. La chute du progrès et la vision messianique du poète et de la poésie qu'il exprime dans la même lettre le rapproche davantage de Hugo que de Baudelaire. D'ailleurs, Rimbaud à Paris fréquentait les groupes de jeunes poètes qui se nommaient les vilains bonshommes ou les utistes, et c'est avec Verlaine qu'il noue les liens les plus étroits sur tous les plans. Mais dans le bilan, un éloge exceptionnel va à Baudelaire. Voici comment Rimbaud exprime son estime pour Baudelaire. Les secondes romantiques sont très voyants, Théophile Gautier, le Comte de Lyre, Théodore de Banville, mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes. Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. Voilà un témoignage indiscutable
C'est d'ailleurs la seule occurrence où Rimbaud prononce le nom de Baudelaire. Gautier, Le Comte de Lyre, Banville sont cités ici comme représentants du Parnassien, école de poètes sous leur égide, caractérisée par son esthétique de l'impassibilité, l'art pour l'art, ou son goût pour l'antiquité mythologique. En effet, ces trois poètes occupent avec Heredia les quelques 30 premières pages du premier recueil de Parnasse contemporain, publié en 1866. Dans le même recueil, Baudelaire est fortement présent avec ses 15 poèmes non recueillis dans les 2 premières éditions des Fleurs du Mal, mais déjà publiés dans des revues ou dans des épaves. Ils furent réunis sous le titre de Nouvelles Fleurs du Mal. On sait que Rimbaud a lu ce premier recueil du Parnasse dans la bibliothèque de sa ville natale, Charleville. Or, il ne manque pas d'accompagner son éloge de Baudelaire de certaines réserves. On devine un défi, un désir d'émigration. C'est la suite de la citation. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Entre parenthèses, Rimbaud condamne la forme poétique baudelairienne pour la raison qu'elle lui paraît vieille et mesquine. Apparemment, il ne tient compte que des Fleurs du Mal. Le Spleen de Paris, pourtant, est l'œuvre fondatrice du poème en prose que Rimbaud suivra avec ses illuminations. Si Rimbaud connaissait le Spleen de Paris, il est injuste, mais peut-être l'ignorait-il. Il est aussi vrai qu'il n'y a pas vraiment de filiation entre les 2 recueils. L'un et l'autre ont ouvert chacun une voie nouvelle. Rimbaud est né en 1854 et Baudelaire en 1821. Donc, une génération les sépare. Rimbaud s'éveille à la poésie peu après la mort de Baudelaire en 1866. Son premier poème publié, un vers français, Les étrennes des Orfrans, date du début de 1870. Baudelaire est le poète parisien par excellence, bourgeois détestant l'esprit bourgeois. Rimbaud est un provincial, paysan, comme il dit, dans une saison d'enfer. L'activité de Baudelaire s'étend sur plus de 20 ans. Rimbaud parcourt la poésie dans toutes ses formes en 5 ans. Baudelaire perd son père à moins de 6 ans. Le père de Rimbaud, militaire, changeant souvent de lieu d'affectation, abandonne tôt sa famille. Les liens maternels sont importants chez l'un et chez l'autre, dans la vie comme dans la poésie. Baudelaire se sent physiquement dépolitiqué lors de l'avènement du Second Empire et n'admet pas le progrès dans l'art. Rimbaud, lui, caricature dans ses poèmes la guerre franco-prussienne et la défaite de Napoléon III, s'enthousiasme de la commune et conçoit l'idéal du poète comme un multiplicateur de progrès. Apparemment, il y a davantage de divergence que de convergence entre les 2 poètes. Et pour cause, Baudelaire est un poète mûr et lucide. Rimbaud, quel que soit son génie précoce, est un adressant effervescent en pleine métamorphose. Un texte, un thème, une expression ou un mot de Baudelaire, une fois assimilé par Rimbaud, se transforme considérablement. Le point commun ne tarde pas à se faire écart. Ce que je voudrais essayer de faire ici, c'est donc moins dégager leur ressemblance du point de vue des idées ou de l'expression que suivre leur divergence à partir d'un point commun
ou mesurer ce que Rimbaud doit à Baudelaire dans son éloignement plutôt que dans sa fidélité. Les deux poètes ont beaucoup de thèmes en commun, la correspondance, le voyage, la modernité, le poème en prose, etc. Mais de l'un à l'autre, chacun de ces thèmes communs subit une inflexion impressionnante. Dans cette perspective, je tenterai un certain nombre de confrontations. Nous commençons par parcourir les deux lettres dites du voyant de Rimbaud. Ces lettres furent écrites en mai 1871, au moment où la Commune traversait sa phase la plus critique, juste avant de s'écrouler au cours de la semaine sanglante. Elles sont souvent considérées comme un amalgame d'emplats dominé par un dogmatisme juvénile. En effet, Rimbaud n'avait que 16 ans à l'époque. Malgré tout, elle témoigne d'un éveil, voire d'une phase capitale dans l'évolution fulgurante de la pensée poétique de Rimbaud, comme Gérard de Schaeffer a tenté de le faire dans sa belle édition de ses lettres. L'important est de dégager la logique, sinon l'originalité du propos de Rimbaud, dont certains éléments le retiennent temporellement et dont d'autres survivront chez lui sous une forme modifiée. La première lettre, datée du 13 mai 1871, est adressée à Georges Isambard, son ancien professeur au collège de Charleville, et la seconde, datée du 15 du même mois, à Porc-Démény, poète résidant à Douai, qu'il a connu par l'intermédiaire d'Isambard. La seconde lettre est bien plus ample et travaillée que la première. D'une lettre à l'autre change aussi la tonalité. Vis-à-vis de son ancien professeur, Rimbaud se permet un ton enjoué, railleur. « Vous revoilà, professeur, on se doit à la société, m'avez-vous dit, vous faites partie des corps enseignants, vous roulez dans la bonne ornière, etc. » Alors que face à Démény, avec qui il est moins familier, mais en qui il voit sans doute une personne plus compétente, il emprunte un ton professoral comme s'il était un aîné plus intelligent, donnant une leçon privée à son destinataire. J'ai résolu de vous donner une leçon de littérature nouvelle. Il commence comme ça. Et certains mots de la lettre sont soulignés comme pour attirer l'attention de l'élève qui la lit. 3 poèmes sans lien apparent avec cette sorte de discours, dissertation, ils sont insérés comme pour divertir de temps en temps l'élève qui risque de s'ennuyer de la théorie de son professeur. Nous essayons de repérer quelques points majeurs de ces deux lettres. Alors, j'indique ce modèle 5 points qui ne sont pas directement liés à Baudelaire, mais qui sont importants pour comprendre Rimbaud et pour mes cours postérieurs aussi. Donc, tout d'abord, en mai 1871, Rimbaud est en train d'élaborer une sorte de théorie sur l'idéal du poète dans la perspective de sa fonction à l'échelle de l'humanité. Au moment où la bataille de la Commune entre la phrase la plus rude, il distingue 2 sortes de travail et décide de se consacrer à l'une d'elles aux dépens de l'autre.
Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore, tandis que je vous écris. Travaillez maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant, dit-il, au lieu de devenir soldat et de combattre pour la cause de la commune. Alors, deux sens donc, ces deux sens de travail, d'abord il faut les repérer. Et ensuite, comme prémisse d'un tel souhait, il y a la question de la connaissance de soi. Rimbaud dit qu'on entre assez facilement dans un état poétique. Il l'explique par deux images aussi amusantes l'une que l'autre. C'est tout d'abord le bois, le poète qui entre, une personne qui entre dans un état poétique, c'est comme le bois qui se trouve violent, ou le cuivre qui s'éveille clairon. Et toujours les deux sont des métaphores musicales. Mais il condamne l'attitude passive de ceux qui se contentent de vivre en tel état naturel, inconsciemment. Puis, une deuxième étape, c'est la culture de l'âme. La lettre du 15, la seconde lettre, se veut très analytique sur ce point. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, il l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple, un tout cerveau s'accomplit en développement naturel. Tant d'égoïstes se proclament auteurs, il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel. Mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar de Complakikos, quoi, imaginer un homme s'implantant et se cultivant les verrues sur le visage. Chercher, inspecter, tenter, apprendre. L'âme du poète apprenti fait l'objet de 4 étapes d'appréhension. Ce que Rimbaud réclame, ou plutôt s'exige à lui-même, c'est de promouvoir volontairement et méthodiquement l'allitération de soi, se rendre voyant, ou la manifestation de l'autre en soi. C'est la fameuse formule qui apparaît dans l'une et l'autre lettre, « jouer un autre ». À l'inverse, s'adonner à un développement naturel est la paresse à laquelle n'échappaient pas à des degrés différents les poètes en général jusqu'au romantisme. Alors, maintenant, troisième point. Or, donc, d'abord, 2 sortes de travail et l'importance de la culture de l'âme et maintenant, le voyant, qu'est-ce qu'il doit faire. Cette culture de l'âme ne signifie pas une sublimation ou une quête d'harmonie. Au contraire, elle est une déstabilisation ou un embrouillement ou un enlaidissement, puisqu'il faut faire l'âme monstrueuse. La mention des Complakikos qui apparaissent dans L'homme qui lit de Victor Hugo et qui achète des enfants pour en faire des monstres et les revendre. Le projet du poète voyant est comme une série d'épreuves autodestructrices, comme si le poète apprenti devait se faire son propre bourreau. Voici le passage central de la seconde lettre. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, toutes les formes d'amour, de souffrance,
de folie. Il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin toute la fois de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le grand savant, le suprême savant. Car il arrive à l'inconnu, puisqu'il a cultivé son âme, déjà riche, plus qu'aucun. Il arrive à l'inconnu et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Le dérèglement de tous les sens de la première lettre devient, ici dans la seconde, un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Le troisième épithète ajouté, raisonné, est hautement significatif. Un raisonné dérèglement ne signifie pas autre chose que le dérèglement maîtrisé par la raison. Il s'agit donc d'une poétique fondée sur la folie contrôlée. Dans l'idée de Rimbaud, c'est ce paradoxe qui permet la réversibilité du grand malade, du grand criminel, du grand maudit à un suprême savant. Cependant, dans ce projet sont inscrites la limite de ce contrôle et celle de la vie même du sujet. Aphoré, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, qu'il crève dans son bondissement, etc. Dit. Et ensuite, il y a un autre aspect dans ces lettres. Le voyant est un terme d'origine biblique qui désigne le prophète. Mais son usage libre est très courant au XIXe siècle. Qualifier de voyant un poète ou un écrivain n'est pas une invention de Rimbaud. Mais le mot séduit le jeune Rimbaud assez pour qu'il l'applique à son idéal du poète. Dans son usage, le mot n'a pas de sens transcendant, mais désigne celui qui aurait acquis une capacité extraordinaire, capacité sensorielle extraordinaire par la transformation volontaire de soi. De même, l'inconnu, son objet de recherche, est immanent à l'être humain. Il désigne surtout les visions que le poète arrivant à l'état de voyant appréhende à l'intérieur de lui-même plutôt que dans la réalité extérieure. Et un autre aspect, qui est le dernier, il est logique qu'à la suite du voyant et de l'inconnu, Rimbaud mentionne le moyen qui permettrait au voyant de transmettre aux autres l'inconnu qu'il a découvert. Ce moyen, c'est la langue. L'exigence de trouver une langue n'est pas moins impérative que celle de se rendre voyant. Or, cette double exigence de transformer de soi et d'invention, de transformation de soi et d'invention de la langue est motivée par une ambition prométhéenne affichée naïvement par l'adressant se voulant voyant. Il dit donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Alors, de quelle langue s'agit-il? Rimbaud poursuit. Cette langue sera l'âme pour l'âme, résumant tout parfum, son, couleur, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Le poète définirait la quantité d'inconnu s'éveillant en son ton dans l'âme universelle. Ça, c'est assez ésotérique, cette phrase. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès,
énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Dans L'âme pour l'âme, on a vu avec raison une parodie de l'art pour l'art. Depuis l'usage de Théophile Gautier dans Mademoiselle Maupin, la formule connue de nouveaux retentissements, elle est devenue l'idéal de la bohème et surtout le slogan de l'école parnassienne. Or, Rimbaud ne la modifie pas seulement par un jeu de mots, mais renverse son esprit, loin de l'esthétisme selon lequel il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Ça, c'est ce que dit Théophile Gautier dans la préface à Mademoiselle Maupin. Il prétend que la poésie a pour tâche de servir au progrès. Rimbaud élabore un messianisme matérialiste qui est l'avatar à sa manière du mage romantique, terme par lequel Paul Bénichou désigne Victor Hugo, entre autres. Ce qui est propre à Rimbaud dans ces lignes, c'est la véhémence avec laquelle il veut que l'apport du poète soit immédiatement et nécessairement assimilé par les autres de la nécessité d'une langue qui sorte de l'âme pour l'âme. Retenons cette double exigence, se rendre voyant par la folie contrôlée, d'un côté, et trouver une langue qui soit capable de transmettre l'inconnu conquis de l'autre. 2 ans plus tard, cette double exigence sera aussi le double axe d'alchimie du verbe dans Une saison à faire, et c'est à ce moment-là que s'impose une première comparaison de Rimbaud avec Baudelaire. On repère dans la conception rimbardienne d'une langue résumant tout parfum, son, couleur, le reflet du sonnet de Baudelaire, Correspondance. Mais qu'est-ce qui a séduit Rimbaud dans ce sonnet ? Et comment a-t-il bénéficié de la leçon baudelairienne dans sa pratique poétique ? Correspondance est un poème de poétique, l'exposé de la vision du monde que suppose sa création poétique. Baudelaire n'exprime pas ici une sensation ou un sentiment qu'il a éprouvé ou une pensée qu'il s'est formulée à lui-même à travers ses expériences. Non, on est devant une prémisse ou une théorie formulée comme un axiome. Alors, la correspondance que vous lisez sur l'écran est un thème de la nature, est un temple de vivants piliers, laisse parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. La correspondance est un terme de la philosophie mystique qui suppose une correspondance soit entre le macrocosme, l'univers, et le microcosme, qui est l'homme, soit entre le monde spirituel et le monde matériel. Baudelaire se réfère en particulier au mystique suédois Swedenborg pour la première correspondance verticale, ou au socialiste utopique Charles Fourier pour la seconde, qui est également connu au nom d'analogie universelle. Avec son sonnet, Baudelaire fournit de la substance poétique à cette notion mystique.
Alors, la première strophe du sonnet présente la vision de l'analogie universelle, d'après laquelle la nature est un réservoir inépuisable de moyens d'expression pour les poètes qui savent en tirer profit. Dans son essai de Victor Hugo, en 1861, Baudelaire parle du poète à l'instar d'Hugo comme d'un traducteur ou un déchiffreur de l'analogie universelle, dans laquelle les excellents poètes puisent leurs métaphores, leurs comparaisons ou leurs épithètes. L'idée de cette correspondance horizontale est profondément enracinée chez Baudelaire, bien que la nature soit nommée un temple. Dans le sonnet, il ne s'agit pas du divin qui réside dans la nature. Ce n'est pas une correspondance verticale, mais bien d'une correspondance horizontale. Les symboles sont les équivalents aux métaphores et aux comparaisons. Baudelaire présente ici la nature comme un cosmos qui est non seulement une source fertile d'analogie, mais aussi repose sur son unité vaste et profonde, ténébreuse, mais inaltérable. Nous sommes donc devant une vision euphorique de la nature harmonieuse. Or, chez un poète si profondément marqué par l'idée du péché originel, ou par la conscience du mal, ou la conscience dans le mal, cette unité euphorique est sans cesse menacée de cassure et de renversement. En effet, dans Obsession, ou Alchimie de la douleur et Horreur sympathique, et qui sont numérotés dans la seconde édition des Fleurs du Mal, respectivement de 79, 81, 82, trois poèmes qui suivent immédiatement le cycle des 4 spleens. Baudelaire traite en variation le même thème de la correspondance dysphorique par laquelle l'homme retrouve son état d'âme négatif amplifié dans la nature. Par exemple, Obsession dit « Je tuais océan, tes bons et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui. Ce rire amer de l'homme vaincu, plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer. » De même, on lit dans Horreur sympathique, cieux déchirés comme des rêves, en vous se mire mon orgueil, vos vastes nuages en deuil sont les corbillards de mes rêves, et vos lieux sont le reflet de l'enfer où mon cœur se plaît. Alors, ça, c'est les 2 tercets d'Horreur sympathique. Alors, tout au début des Fleurs du Mal, dans Élévation, Baudelaire disait « Heureux celui qui comprend sans effort, le langage des fleurs et des choses muettes. » En revanche, dans ses poèmes dysphoriques, il affirme que le langage de la nature n'est pas toujours porteur de joie. Au contraire, elle est le miroir omniprésent qui renvoie au contemplateur l'image torturante de sa conscience malheureuse. Par ailleurs, dans Les Paradis artificiels, Baudelaire parle plus d'une fois de l'allégorie naturelle qui se manifeste spontanément dans certains états d'ivresse dus aux excitants. Cet état mystérieux et temporaire de l'esprit, où le premier objet venu devient symbole parlant, dit Baudelaire dans le poème du Hashish. Ou bien à propos de De Quincey, qui passait souvent toute la nuit à contempler près d'une fenêtre la mer qui s'étendait sur ses yeux. Baudelaire rapporte une grande allégorie naturelle s'étendait devant lui. Puis il ajoute une citation de Quincey, « L'océan, avec sa respiration éternelle, mais couvé par un vaste calme, personnifiait mon esprit et l'influence qui le gouvernait alors. »
On sait cependant que cette allégorie naturelle, correspondance horizontale, favorisée et exaspérée par l'opium, peut tourner subitement en une tyrannie de la face humaine. Ainsi, il y a dans la correspondance baudelairienne toute une gradation qui va d'euphorie rêveuse à l'extrême dysphorie. On ne peut pas la réduire à une question de chronologie. Le double vecteur coexiste toujours en lui. Malgré tout, il y a chez Baudelaire cette aspiration constante à l'harmonie qui, d'ailleurs, se reflète dans ses vers comme une respiration continue, comme une onde musicale unie. Alors, pour revenir au sonnet en question, correspondance, correspondance est un poème très structuré. D'abord, la présentation imagée de l'analogie universelle, puis dans la deuxième strophe, une autre catégorie de correspondance horizontale entre les 5 sens, cette fois-ci, c'est-à-dire la synesthésie. Et à propos de cette seconde catégorie de correspondance horizontale, son essai musical, le seul essai musical, Richard Wagner et Tannhäuser à Paris, daté de 1961, Baudelaire dit « Ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne put pas suggérer la couleur, que les couleurs ne puissent pas donner l'idée d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées. Les choses s'étant toujours exprimées par une analogie réciproque depuis le jour où Dieu a proféré le monde comme une complexe et indivisible totalité. » Et il cite ensuite les 2 quatrains de ce sonnet de correspondance. Alors, dans les 2 tercets du sonnet, la correspondance du propos sur les sensations olfactives se privilégie en distinguant 2 catégories de parfums rafraîchissantes et enivrantes, pour finir par la mise en valeur de la seconde avec l'énumération de ces éléments constitutifs, l'ambre, musc, le benjoin, l'encens. Dans les 4 derniers vers, l'idée de la synesthésie est dressée en faveur de la valorisation d'une seule catégorie sensorielle, la perception olfactive. Et cette progression en ramification repose en lui-même sur un ordre et une harmonie prémédités. La mise en valeur de l'olfactif n'est pas gratuite. Elle convient parfaitement à l'importance accordée à l'odeur, au parfum dans les fleurs du mal. Au point de vue de l'apport baudelairien sur Rimbaud, sur l'invention d'une langue totale dont il rêve, résumant tout, parfum, son, couleur, les 3 comparaisons sont remarquables qui s'enchaînent dans le premier tercet, frais comme des chairs d'enfant, doux comme les hautbois, verts comme les prairies. Et ils croisent respectivement l'olfactif avec le tactile, avec l'auditif et avec le visuel. Mais ce n'est pas tout. Les 3 attributs frais, doux, verts, qui définissent le point commun entre le comparé et le comparant, constituent, au-delà de la disparité entre les chairs d'enfants, les hautbois et les prairies, un réseau ou une isotopie au second degré de sensations
ou plutôt d'impressions. C'est un ensemble d'impressions fraîches et douces qu'on peut espérer auprès de la nature. Or, on est très près, donc en ce qui concerne cette première catégorie olfactive, on est très près de l'univers frémissant de fraîcheur, l'univers impressionniste des tout premiers poèmes de Rimbaud. Je pense, entre autres, à ce petit poème de 2-4 ans, en 8 vers, Sensation. Là, je cite seulement le premier 4 ans. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés. Feuler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Ou alors, je pense aussi au Dormeur du Val, dans lequel apparaissent 2 des 3 adjectifs en question, vert et frais. Le mot doux n'est pas utilisé, mais avec serien comme serirait un enfant malade, au vers 9, 10. Berce-le chaudement, au vers 11, 10, 11, oui, et faire frissonner sa narine. Et tout le poème recraint à la préterition, il s'agit de la description d'un soldat mort dans la guerre. Tout le poème recraint à la préterition. Préterition, c'est une figure de rhétorique consistant à déclarer que l'on ne parle pas de quelque chose alors qu'on le fait. Et donc, le narrateur de ce poème dit que parle comme si le soldat était seulement dormait, alors qu'il est mort, en fait. Rimbaud, en mai 1871, n'en était plus à cette poétique impressionniste. Mais les exemples fournis par Baudelaire comme échantillon de la langue régimentée par son couleur l'ont sans doute vivement intéressé. Voyons maintenant Voyelle, le célèbre sonnet. C'est aussi un sonnet, mais assez irrégulier, notamment sur le plan de la rime. Toutes les rimes, sauf la dernière, studieux, sont féminines. On ne sait pas de quand il date. On sait seulement que Rimbaud avait fourni le manuscrit autographe à Émile Brémond, fondateur de la revue hebdomadaire de la Renaissance littéraire et artistique qui a existé de 1872 à 1874, en espérant qu'il le publierait dans sa revue, mais en vain. On peut deviner que le sonnet de Voyelle fut écrit à Paris dans les premiers mois de son séjour, entre l'automne 1871 et le printemps 1872, et confié à Blémond avec quelques autres textes. Je vous montre le célèbre tableau qu'on peut voir au musée d'Orsay, coin de table par Fontaine-Latour. Rimbaud est à gauche avec Verlaine et Émile Brémond au second rang au milieu. Alors, ce sonnet de Voyelle, c'est un poème étrange. Rimbaud commence par attribuer une couleur à chaque voyelle, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. À chaque fois que je lis ces 2 vers, j'ai l'impression que Rimbaud traite les voyelles comme
l'instituteur traite ses élèves et il les aligne, ou le commandant, ses soldats. Faire l'appel des voyelles après les avoir habillés différemment et les avoir alignés me paraît humoristique. C'est une lecture subjective, il y a sûrement d'autres lectures. D'entrée de jeu, Rimbaud se montre ludique. La déclaration du verbe de est doublement discrète, parce que d'un côté, les naissances des voyelles sont censées demeurer implicites et que d'un autre côté, le narrateur avoue qu'il est pour le moment incapable d'opérer de front. 2 ans plus tard, dans Alchimie du Verbe d'une saison en enfer, il en revient. Il en revient à se sonner comme à une des bornes sur son itinéraire. La tentative semble suspendue entre l'accomplissement et l'inaccomplissement. J'inventais la couleur des voyelles, A noir, U blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne. Et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Le héros narrateur dit qu'il a inventé la couleur des voyelles, qu'il a réglé la forme et le mouvement de chaque consonne. On ne sait pas trop ce que signifie cette notation, dernière notation, le mouvement, la forme et le mouvement de chaque consonne. Régler la forme et le mouvement de chaque consonne. C'est une référence inédite, mais qui n'est pas arrivé à inventer un verbe poétique qui soit accessible à tous les sens. Le tous les sens rappelle le dérèglement de tous les sens dans les 2 lettres du voyant, comme on a vu tout à l'heure, et fait le lien entre ce sonnet et le projet du voyant. Or, la partie finale de la citation donne l'impression que l'essentiel du projet est resté figé à la stade programmatique, même au moment où les voyelles coloriées se prêtaient au libre usage. Nous y reviendrons tout à l'heure. Si Rimbaud modifie l'ordre ordinaire des voyelles A, E, I, O, U, 1, A, E, I, U, O, c'est d'abord pour éviter l'hiatus bleu U, mais c'est aussi pour mettre O à la fin, puisqu'il correspond à la dernière lettre oméga de l'alphabet grec. Le poème va ainsi d'un alpha à un oméga. Alors, quant au choix et à l'ordre des couleurs, ils ne sont pas gratuits. Tout d'abord, les 2 couleurs achromatiques, le noir et le blanc, puis l'ordre des couleurs chromatiques, le rouge, le vert, le bleu, le rayon violet relayant ce dernier est fidèle au spectre, c'est-à-dire l'ensemble des rayons colorés résultant de la décomposition par un prisme d'une lumière complexe, en sautant l'orange et le jaune entre le rouge et le vert. Rimbaud disposait de connaissances scientifiques vulgarisées. Mais la combinaison d'une voyelle et d'une couleur est, elle, gratuite. Nommer une voyelle coloriée évoque une chose qui entraîne à son tour des sensations d'ordre différents, lesquelles, à leur tour, amènent de nouvelles images ou sensations, et ainsi de suite. Peu importe si oui ou non, Rimbaud est parti d'un abécédaire colorié destiné aux enfants, comme on l'a tôt supposé. L'important est
qu'une fois posé, chaque voyelle coloriée déclenche un puissant jeu d'association qui peut théoriquement se continuer à l'infini. Voyons de près, pour commencer, un noir évoque par sa forme et sa couleur, toutes les deux relèvent de la vue, le coccet, le corps ferme, noir et velu, des mouches éclatant, le velu visuel fait frémir aussi le toucher. Le verbe bombiner, qui vient du latin bombilare, au sens de bourdonner, il est utilisé aussi dans un autre poème qui s'appelle Les mains de Jeanne-Marie, poème daté de février 1872. Alors, concerne l'ouïe. Il passe ensuite au plan olfactif. Le goût des mouches pour les puanteurs stimule l'odorat. D'ailleurs, l'association ne demeure pas sur le plan purement sensoriel, elle en rappelle aussi à l'impression ou au sentiment. La forme de A s'estompant ensuite sur la couleur noire continue à opérer pour appeler les golfes d'ombre, lieu où l'eau stagne lieu où l'eau stagne comme la flèche noire vers la fin du bateau ivre. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flèche noire, froide, où vient l'eau couleur de cendre, cet œil d'eau sans bord qui paralyse le jeu bateau à la fin de mémoire. De ce registre de l'eau s'exarre une impression de désolation et d'impuissance. Comme pour échapper à cette chaîne d'association dominée par la putréfaction et la stagnation, le brun change complètement de registre et cette fois-ci, une dynamique ascensionnelle et aérienne qui traverse des éléments dissemblables. Ils sont tous marqués d'une blancheur vigoureuse. De la voyelle E, c'est sa sonorité E qui s'impose ici aux dépens de sa forme. On ne voit pas bien comment la forme de E participe aux associations qui s'enchaînent. Vous voyez, tout ça est assez arbitraire. Elle pénètre les mots candeur et vapeur. Dans les deux mots, il y a le son E. Et dans le vers 6, d'autres sons, le et ce, servent comme catalyseurs à des images plus que disparates. Les glaciers fiers et les rois blancs incarnent les idées de vigueur et d'actitude. L'énumération d'éléments nominaux sans liaison entre eux, qui s'appelle ascendet, marque un moment exacté dans l'écriture de Rimbaud. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frisson, dombelle, etc. Ça, on en retrouve, par exemple, vous vous souvenez du vers 53 du bateau ivre, glacier, soleil d'argent, flot nacreux, ciel de braise. Ou bien le poème en prose Angoisse dans les diminutions, dans lequel au sein de réflexions sombres et oppressantes, fait irruption comme un cri, ce paragraphe mis entre parenthèses, ô palme, diamant, amour, force, plus haut que toute joie et gloire, de toute façon, partout, dès mon Dieu, jeunesse de cet être-ci, moi. Rimbaud tente dans ce poème un libre exercice associatif dans les voyelles, dans un champ associatif. Le jeu est impulsif, ludique, jubilatoire. Le point de départ, une voyelle coloriée, est lui-même arbitraire, mais débarrassé de toute détermination sémantique préalable à laquelle le mot, si c'était un mot, il n'échapperait déjà plus. Le son initial, la forme coloriée initiale de la voyelle peut se propager infiniment en des ondes sensibles. La liberté poétique effleure l'arbitraire.
La possibilité de réseau, d'association est illimitée. C'est une tentative vouée d'avance à l'inaccomplissement. La double discrétion dont j'ai fait mention tout à l'heure provient certes de la difficulté que Rimbaud ressent d'inventer un verbe poétique agissant sur tous les sens, comme il le souhaite, mais aussi de cette nature toujours ouverte de la pratique, de son arbitraire. Mais pour terrain de cet exercice, Rimbaud choisit une forme brève, traditionnelle, le sonnet, avec toutes ses règles, devient qu'un espace de 2 ou 3 vers seulement est assigné à chacune des voyelles, devient aussi le souci de la structure du poème avec une fin marquée par le faux semblant apocalyptique et mystique où apparaissent une série de mots avec majuscules, des noms abstraits au pluriel, des adjectifs hyperboliques. Voyelle donc, est un poème bâtard, né du croisement, du battement d'ailes de l'imagination vive et impatiente et d'une forme traditionnelle strictement délimitée. On se tromperait en considérant que ce sonnet présente une vision du monde ou un système quelconque, sans parler de l'exégèse occultiste de Jacques Jangu, la pensée poétique de Rimbaud. Ce que Rimbaud tente dans Voyelle, c'est la démonstration d'une pratique poétique s'inspirant de Baudelaire, plutôt que la construction d'un système clos. Il y a une part ludique. Les premiers lecteurs percevaient le côté fumiste du sonnet. Verlaine un souriait et Maupassant le rejetait. Inspiré, certes par Baudelaire, au départ, Rimbaud, dans Voyelle, se détourne vite de son modèle. Voyelle est aussi un poème de poétique, pourrait-on le lire. Mais Rimbaud ne suppose pas cette ténébreuse et profonde unité pour y chercher un fondement poétique. Baudelaire montrait à la fin de Correspondance le passage du sensible vers la fin de Correspondance, le passage du sensible au spirituel, le sensible représenté en l'occurrence par les parfums corrompus, riches et triomphants qui chantent les transports de l'esprit, c'est un peu comme l'annonce du symbolisme fin de siècle. C'est encore une fois une des modalités de l'analogie spirituelle, l'analogie universelle, qu'il a tant célébrée. Dans Voyelle, Rimbaud tente lui aussi le passage. Le passage de la dimension sensorielle à la dimension émotionnelle ou spirituelle. On assiste à cette opération avec i rouge, i pourpre, sans cracher rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. Le sang craché est mis sur le même pied que le rire, puis que la colère et les ivresses. La matière et le sentiment fusionnent à une espèce de continu sensuel. Mais Rimbaud ne fonde pas son écriture sur une philosophie et d'analogie spirituelle. Son écriture est impulsive, son rythme est saccagé et sa respiration haletante. Rimbaud ne tarde pas à s'écarter de Baudelaire. Il est un élève insoumis, sa réception est toujours une trahison. Voyelle n'est pas à la hauteur de Correspondance, c'est même un poème raté. Mais ce serait injuste d'en juger d'un point de vue purement esthétique, car ce poème est le laboratoire de l'exercice associatif par une imagination poétique effrénée. L'essai entamé ici se poursuivra et on peut en voir les avatars dans certaines pièces des Illuminations. Voici 2 exemples parmi les plus éclatantes.
Alors c'est d'abord à la fin du poème qu'on met en tête des illuminations normalement, après le déluge. C'est une invocation d'un nouvel déluge. Sur, étang, écume, roule sur le pont et par-dessus les bois, drap noir et orgue, éclair et tonnerre, montez et roulez, où est tristesse, montez et relevez les déluges. Faisons attention à où est tristesse. Où et tristesse sont mis sur le même pied, après, comme ça, à titre égal. Et un autre exemple, dans Enfance 2, à la fin, les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes. La cloison entre le monde intérieur et le monde extérieur est abolie, et avec elle le principe analogique qui sous-tendait la poétique baudelairienne. Ces exemples annoncent bien une orientation poétique nouvelle. Voilà un premier examen de l'impact de Baudelaire sur Rimbaud, de la modalité proprement rambardienne de réception, détournement. La prochaine fois, je tenterai une autre comparaison de deux poètes sur le thème du voyage. Merci. Merci beaucoup pour cette belle première leçon. Alors là aussi, tu as choisi la difficulté. Au lieu de commencer par un thème pour confronter les deux poètes, tu as choisi de confronter peut-être ce qu'il y avait de plus difficile dans les poétiques. Et le passage de la poétique des correspondances et de l'analogie à une autre poétique dont tu as montré comment, à partir de ce poème, comme tu dis, raté de voyelles, on arrivait à ces images des illuminations. Démarche donc très exigeante que tu as adoptée en commençant par cette confrontation de la recherche de la nouvelle langue poétique. Oui, 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 oui. Oui, et c'est un point de croisement des deux poètes dont on a beaucoup parlé déjà. Mais je me posais toujours la question, qu'est-ce que Rimbaud a reçu de Baudelaire ? Il est sûr que dans le passage que j'ai cité, Rimbaud pense à ce sonnet. C'est quasiment indiscutable. Mais qu'est-ce qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a trouvé d'utilisable pour lui-même ? Donc, résumant tout, parfois en son et couleur, alors c'était séduisant pour lui, je pense. Mais il a inventé autre chose. Il a emprunté une autre voie. Mais ça aussi, ce n'est pas nouveau, peut-être. Oui, mais c'est important de commencer par les leçons, par cette sorte de révolution, plutôt que de confronter, en effet, les thèmes. Et c'est beaucoup plus enrichissant de commencer comme cela pour aller ensuite vers les thèmes, me semble-t-il, que tu annonces. Alors, nous avons traditionnellement, après ces leçons, la possibilité de poser des questions, si tu acceptes de répondre, bien entendu. Oui, pas de questions trop difficiles. Pas de questions trop difficiles, mais vous avez le droit d'intervenir. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se promène.